Les titres du jour à midi et demi dans LCI Midi. D'abord une question, faut-il une loi d'exception dans les quartiers? Idée choc de Valérie Pécresse sur LCI. Elle demande le doublement des peines dans certaines zones les plus criminogènes. Pour la présidente de la région Île-de-France, ça n'a rien de stigmatisant. Certains maires de banlieue appellent eux d'abord à appliquer la loi existante. Un cadeau fiscal à 100 milliards, des niches fiscales en or massif. Le montant explose, 7 milliards d'euros de plus sur un an. Autant d'argent qui ne va pas dans les caisses de l'État. Mais François-Xavier Pietri, toujours aussi disruptif, nous dira dans un instant qu'il faut sauver ces niches fiscales. Et puis l'Église veut faire entendre sa voix dans les débats sur la PMA et la GPA. L'archevêque de Paris appelle les catholiques à se mobiliser contre toute évolution des lois de bioéthique, particulièrement sur la procréation médicalement assistée au nom de l'intérêt de l'enfant. Pour ou contre la PMA pour toutes, on en débat à 13h dans notre duel. À midi et demi, c'est l'heure de retrouver les experts. La politique à ma gauche avec Julien Arnaud, l'économie à ma droite avec François-Xavier Pietri et face aux experts, face à nous, Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Président du Parti chrétien démocrate. Êtes-vous favorable à une enquête parlementaire sur les abus sexuels dans l'Église? La PMA pour toutes va-t-elle déchirer la France comme à l'époque de la loi sur le mariage homosexuel? On vous posera la question. Oui, vous qui incarnez la droite catholique, mais parlons-en, Julien Arnaud, de cette droite catholique, est-elle de retour? Eh bien écoutez, on a entendu ce week-end, on a même plutôt lu, ce n'était pas n'importe quelle parole, c'est celle de Monseigneur Aupetit, c'est l'archevêque de Paris. Il met en garde notamment contre l'extension de la PMA, une parole, si elle est juste, traverse l'histoire et finit par triompher. Il invite les catholiques donc à se mobiliser par la parole. Dans un premier temps, pourrait-on dire, est-ce que la prochaine étape, c'est descendre dans la rue? On n'en est pas encore là, mais on sent bien que les hostilités sont lancées. Alors en 2013, vous vous en souvenez, les manifs de la Manif pour tous, les anti-mariages homosexuels avaient sorti drapeaux et slogans. Emmanuel Macron, lui, à l'époque, était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Il avait pu observer ce qu'il se passait, la stratégie notamment de François Hollande, et aujourd'hui, eh bien, il ne veut pas reproduire la même chose. Alors le contexte aujourd'hui a changé. Il y a 5 ans, ce mouvement spontané s'était en quelque sorte levé, puis derrière les banderoles, on avait pu voir Laurent Wauquiez, Henri Guénaud, Christine Boutin, ou même vous, Jean-Frédéric Poisson. En 2018, cette mouvance s'est structurée, car oui, aujourd'hui, elle est au cœur des certains partis, il y a des courants, par exemple, Sens commun chez les Républicains, et puis on voit des écrivains, des éditorialistes qui squattent les plateaux télé et radio. C'est ce que certains appellent la stratégie du sous-marin. Comprenez, on infuse les idées, on est présent à l'intérieur, sans faire trop de bruit, et puis à un moment donné, hop, cela permet de surgir, même si c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, il y a de nombreux catholiques qui refusent l'engagement militant. Et peut-être que cette population, cette partie de la population, se sont aujourd'hui abandonnés, délaissés après la défaite de François Fillon, lui qui avait publiquement revendiqué sa foi. On le rappelle, au premier tour de la présidentielle, François Fillon récolte à peu près de la moitié du vote catholique, c'est 15% pour Marine Le Pen. Mais sur le fond, on a aussi vu en même temps une église catholique évoluer. Et je citerai un ouvrage très intéressant qui a été publié il y a quelques mois, du spécialiste Henri Tinck, La grande peur des catholiques de France, qui explique que cette église a pris un virage de plus en plus à droite. Aux racines de ce néoconservatisme catholique se trouve une tradition d'intransigeance héritée du 19e siècle. Avant de devenir l'une des plus progressistes du monde, l'Église de France fut de toutes les batailles anti-républicaines, anti-dreyfusardes, maurassiennes du pays. Jean-Frédéric Poisson, l'a entendu, Julien Arnaud qui a parlé de l'archevêque de Paris qui monte au créneau, qui appelle les catholiques à se mobiliser. C'est une offensive très forte dans la presse. Est-ce que vous aussi, vous appelez les opposants à l'élargissement de la PMA pour toutes, catholiques ou pas, à se mobiliser, à descendre dans la rue? C'est un sujet qui dépasse largement la simple préoccupation de la foi. C'est même un sujet qui s'enracine d'abord dans une conception de l'homme qui ne doit rien à la foi. Et la question qui est posée, c'est de savoir si, d'abord, on peut priver sciemment un enfant d'une partie de sa généalogie, son père cette fois-ci, puis quand on ira vers les mères porteuses, ce sera sa mère. Et la deuxième question, c'est de savoir si on peut aller, sans se poser de questions et sans réfléchir, vers ce qui serait, demain, une marchandisation définitive de la vie, et en particulier de la vie des enfants. Vous parlez de la GPA, qui a toujours exclu le gouvernement. Oui, mais alors, cher monsieur, je comprends votre question. Je ne sais pas s'il est optimiste, c'est à vous de le dire. Mais non, c'est un fait. Je me souviens le gouvernement a toujours dit qu'on n'ira pas vers la GPA. Oui, mais les gouvernements précédents avaient dit aussi qu'on n'irait jamais vers la PMA pour tous. Et puis ceux d'avant, quand ils ont voté le pacte, disaient qu'on n'allait jamais vers le mariage. Mais c'est la même logique. C'est ça qui est évident. C'est que, puisqu'il s'agit de savoir comment on répond systématiquement aux désirs qui sont portés par les personnes qui veulent avoir des enfants ou se marier, au nom de l'égalité des droits,
on rend ce désir possible et on l'installe dans la loi. La fin de ce désir, entre guillemets, ou la couverture totale de ce désir, c'est le fait que les couples homosexuels masculins puissent avoir des enfants. Ça veut dire ce sera les mères porteuses mécaniquement. Et les mères porteuses, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'esclavage des femmes et ça veut dire la vente des enfants. Jean-Frédéric Est-ce qu'on peut aller, en une phrase, pardon, je termine brièvement, est-ce qu'on peut aller sans se poser de questions et sans s'arrêter 2 minutes vers cet objectif? Je ne le veux pas, et donc je réponds à votre question. Oui, bien sûr, je souhaite que tous ceux qui sont opposés à cette évolution se mobilisent fortement. Je remercie l'archevêque de Paris de rappeler que c'est un sujet de mobilisation pour les catholiques. Vous irez dans la rue, vous aussi ? Comment ? Vous êtes prêt à aller dans la rue ? J'y suis allé beaucoup de fois, vous savez, comme l'a justement rappelé M. Arnaud tout à l'heure. Il y était d'ailleurs lui aussi, pas pour les mêmes raisons d'ailleurs, mais les manifestations. C'est ça, voilà. Pour des raisons professionnelles. Voilà, professionnelles. Donc bien sûr que j'y retournerai, oui. Mais vous sentez quoi sur le terrain, dans votre parti démocrate chrétien, quoi, de la colère, de la résignation? Oui, non, il n'y a pas de résignation. Finalement, cette bataille serait perdue ou pas? Ça n'a pas d'importance qu'elle soit perdue ou gagnée. L'important, c'est de la conduire. Par ailleurs, les seules batailles perdues d'avance sont celles qu'on ne livre pas, cher monsieur. Donc il faut s'engager. L'honneur de la vie politique, c'est de défendre par tous les moyens prévus par le droit les convictions qu'on porte. C'est l'honneur de ceux qui le font. Je respecte aussi ceux qui ont des convictions adverses. J'appelle tous ceux qui partagent celles dont je viens de parler maintenant à se mobiliser eux aussi. Est-ce que c'est perdu d'avance? Jamais. Est-ce qu'on a des chances de gagner? Bien sûr que oui. Mais au-delà, je crois que l'état du pays, cette espèce de colère ou d'exaspération qui traverse les Français aujourd'hui sur beaucoup de questions, sur la vie institutionnelle, enfin ces photos absolument incroyables qu'on a vues du président de la République aux Antilles, qui donnent une image des Antilles insupportable. Tout ce qui se passe sur l'économie, vous l'avez dit, Monsieur Pietri, dans la séquence précédente. Je termine, oui. Pardon. La détérioration des conditions de travail et du travail en réalité, la détérioration du pouvoir d'achat, la faiblesse des institutions, l'image de la France à l'international, tout ça exaspère les Français. Peut-être qu'ils trouveront aussi un motif supplémentaire dans la marchandisation des bébés de se mobiliser. Sur la question de la PMA, je vous en prie, après je vous laisse la parole, Julien Arnaud, est-ce que vous n'avez pas peur d'aller à rebrousse-poil de la majorité des Français? Selon les sondages, il y a 75% des Français qui sont pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes et même 50% pour la gestation pour autrui. C'est leur responsabilité. Moi, je n'y peux rien. La conclusion que j'en tire, c'est que sans doute, il faut qu'on soit encore plus convaincant dans la manière dont nous exposons nos propres arguments. Mais je ne comprendrai pas et je n'imagine pas que 50% ou 75% des Français, selon la question qu'on leur pose, puissent être d'accord avec des dispositifs dont les conséquences sont celles que j'ai décrites. Nous sommes dans un pays, madame, messieurs, où, en rentrant chez vous tout à l'heure, en passant un simple coup de téléphone, par le bien d'un opérateur téléphonique français, vous pouvez commander un bébé sur Internet pour 20 000 $. Est-ce que c'est la France qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment installer de manière définitive cette marchandisation générale de la vie humaine? Est-ce qu'on veut vraiment faire de tous les Français des variables d'ajustement de décisions économiques, politiques ou d'appropriation de la vie qui sont prises ailleurs? C'est ça la société qu'on veut? Je ne crois pas que les Français soient d'accord avec ça, et je pense qu'on leur ment quand on leur présente ces dispositifs légaux. Sur cette question de la PMA, tout d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une grande part de fantasme dans les rangs des mouvements, on va dire, plutôt catholiques de droite? Plus sur les faits, je me rappelle, pendant les manifs pour tous en 2013, on promettait l'apocalypse, etc. Il y avait plein de choses qui étaient dites et redites. Et après, sur la GPA, juste peut-être avant d'aller dans cette considération-là, effectivement, le gouvernement dit qu'il n'y touchera pas. Il y a juste peut-être, pour faire une idée, c'est le conseil, juste lire le livre de Marc-Olivier Fogiel, Qu'est-ce qu'elle a, ma famille, qui est un témoignage qui prouve vraiment ce qui se passe et le parcours des parents et des deux petites filles. Monsieur, je n'ai pas de jugement à porter sur les parcours individuels. Chacun a la vie qu'il peut. Moi, j'ai la vie que je peux. Elle est, comment dire, j'y suis tout à fait heureux. Elle n'est pas tout à fait comme je voudrais, mais ça, c'est la condition humaine. J'ai pas de jugement à porter sur ce qui se passe ailleurs que chez moi. Je m'interdis ça. Moi, je raisonne en législateur et en responsable politique. Les conséquences de la loi qu'on s'apprête à prendre ne dit rien sur l'intention, la sincérité des personnes qui sont déjà concernées. D'un côté, elle dit quelque chose sur la façon dont, encore une fois, vous donnez 2 mères à un enfant, il n'a pas de père. Est-ce que c'est vraiment le modèle de société, la société qu'on veut propager? C'est ça la question. La société, ça, c'est pas un aussi fantasme. Multiple, mais bien des aspects. Mais je comprends bien. Mais ce n'est pas un fantasme ni une espèce de volonté de radicaliser. Non, c'est la vérité. Après, s'il y a des excès de langage dans les manifestations, mon Dieu, c'est pas la première fois et c'est sans doute pas la dernière. Sur un autre sujet très sensible, que dit le président du Parti chrétien-démocrate de cette pétition lancée par Témoignages chrétiens pour une commission d'enquête parlementaire indépendante sur les abus sexuels dans l'Église de France? Vous êtes prêt à la signer, cette pétition? Je ne signe pas de pétition en règle générale, donc je ne la signerai pas celle-là non plus, mais je suis tout à fait favorable à ce que la vérité soit faite
sur ces différents événements extrêmement douloureux. On le doit d'abord aux victimes, on le doit aux croyants dans leur institution, et il est bon que l'archevêque de Paris ait pris position dans ce sens. Et puis on doit au-delà se poser la question de savoir pourquoi de grandes institutions comme l'Église, mais ça n'est pas la seule, sont touchés par des pratiques à caractère pédophile, et ce qui, dans le fonctionnement d'une institution, peut conduire à couvrir ce genre de comportement ou à ne pas les sanctionner comme il le faudrait, ou pas aussi vite qu'il le faudrait. Qu'y a-t-il dans la logique institutionnelle qui, d'une certaine manière, empêche de faire facilement la vérité sur ces questions? Ça doit déborder simplement la question de l'Église. Je ne sais pas si une commission d'enquête parlementaire est la bonne formule, mais je suis favorable, moi, à ce que la vérité soit faite. De toute façon, encore une fois, on le doit aux victimes. Jean-Frédéric Poisson, parlons à présent des violences dans certains quartiers. Et on voudrait vous faire réagir à cette proposition radicale de Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, des peines doublées pour les crimes commis dans les zones les plus criminogènes, en faisant une circonstance aggravante. On l'écoute sur LCI. C'est quand même dingue que dans certains quartiers, dans certains départements de France, il y ait beaucoup plus de crimes et beaucoup moins de sanctions. D'abord, plus importante que vous préconisez. Ces violences sont le fait de jeunes de plus en plus jeunes. Et on sait très bien que les caïds utilisent les mineurs pour faire le sale boulot, parce qu'ils sont aujourd'hui mineurs au regard de la loi pénale. Donc moi, je demande que la majorité pénale soit fixée à 16 ans pour les crimes violents. Justice d'exception dans les quartiers, Jean-Frédéric Poisson. C'est très difficile. Je partage l'avis du maire de Viry-Châtillon qu'on voyait en bandeau sur votre écran. Là, commençons d'abord par appliquer la loi telle qu'elle existe et on y verra beaucoup plus clair. Faisons exécuter les peines de prison, c'est-à-dire sortons de la logique des lois Taubira de 2014-2015 qui, refusaient au fond d'envoyer en prison ceux qui le méritent quand ils sont Proposer condamnés. des alternatives à l'enfermement. Oui, enfin, c'est pas des alternatives, c'est que des peines de prison inférieures. C'est plus grave que ça. Les alternatives à l'enfermement, je ne suis pas contre. Quand il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison, peuvent continuer à œuvrer librement, ça ne me choque pas plus que ça. Mais en revanche, sur ce genre de crime, je crois, appliquer la loi, revenir sur les lois prises par dans le quinquennat précédent, et puis troisièmement, je crois qu'il y a de toute façon une opération et des opérations beaucoup plus complètes à mener. Si vous interrogez les maires, ils vous diront très bien qui sont les leaders, qui sont les caïds, où ils habitent. On sait très bien tout ça. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie dans les banlieues nord de Paris, donc je vois bien. Et ça implique par exemple la majorité pénale à 16 ans, oui, non? La majorité pénale à 16 ans, c'est pas un scandale en soi. Ce serait une manière de répondre sans doute, mais faut-il encore faire exécuter les peines? Mais vous n'êtes pas opposé. Comment? Vous n'êtes pas opposé, non, je suis pas opposé. La majorité pénale Quand on est en ce qui concerne en revanche le doublement des peines de prison pour les quartiers difficiles, ça me paraît plus compliqué. Je ne vois surtout pas comment ça pourrait s'écrire en droit. Il y a un risque constitutionnel derrière ça qui me paraît impossible à lever. Vous restez avec nous, Jean-Frédéric Poisson. On va vous faire réagir à ce que va nous annoncer François-Xavier Fietri. Une bonne nouvelle peut-être. Restons concentrés. On parle niche fiscale dont le montant devrait dépasser les 100 milliards d'euros cette année, en hausse de 7 milliards. Mais vous nous dites, François-Xavier, il faut sauver ces niches fiscales. Ben oui, il faut sauver les niches fiscales parce que c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé en France de cibler des baisses d'impôts pour soutenir l'économie. C'est vrai que le montant global, 100 milliards, vous l'avez dit, il est vertigineux. Il a augmenté de 7 milliards. Mais regardez ce qu'il y a derrière ce chiffre. Et c'est ça qui est important. La principale niche fiscale, c'est le CICE, c'est 22 milliards d'euros, le crédit d'impôt sur les entreprises, dont l'objectif est de baisser les charges des entreprises. Ça a évidemment une efficacité économique. En partie grâce à cet avoir fiscal, les entreprises investissent plus, ont amélioré leur rentabilité et commencent peut-être d'ailleurs à embaucher. Ce n'est pas le seul. Vous avez par exemple le crédit impôt recherche, c'est le deuxième, qui est autour de 6 milliards. C'est un dispositif qui est plébiscité partout. Dans d'autres domaines, vous avez par exemple les dispositifs Célier, Pinel sur l'investissement locatif, la TVA à taux réduit dans le bâtiment. Je veux dire, derrière toutes ces niches, il y a en général, et très souvent, des investissements et de l'emploi. Oui, c'est quand même pas pour rien si la Cour des comptes alerte régulièrement sur ce sujet. Alors, le vrai problème, c'est d'ailleurs Gilles Carrez qui l'avait souligné il y a quelques années dans une phrase qui est restée dans les souvenirs. Dans chaque niche, il y a un chien qui mord. Et c'est tout le problème, en fait, des niches fiscales qui ne servent à rien ou à pas grand-chose, comme par exemple les plus-values allégées si vous vendez votre cheval de course. Bon, d'accord. Oui. Voilà. La Cour des comptes en a listé en mai dernier 457
dont des dizaines n'ont aucun intérêt. Alors, celle-là, on parlait tout à l'heure du montant de 100 milliards, celle-là, elle représente à peu près entre 30 et 40 milliards d'euros. Ça fait effectivement beaucoup d'argent et là, il y a un peu de ménage à faire. Alors, si le gouvernement est montré du doigt sur les niches fiscales, il l'est aussi sur la multiplication des taxes inefficaces. Alors ça, l'inventivité, elle est de tous les côtés, elle marche dans les deux sens. Le gouvernement vient d'annoncer avec une certaine fierté la suppression de 22 taxes dans le budget 2019. Voilà. Ça représente 200 millions d'euros. Par exemple, les taxes sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre, voilà, ou les bois et plants de vigne. Ces taxes à faible rendement, on en supprime 22, il en reste 170. C'est vrai que sur certaines, le coût de traitement est plus cher, revient plus cher qu'en fait ce qu'elle rapporte. Mais surtout, la France a une inventivité incroyable. En 20 ans, on en crée en moyenne 7 par an. Je rappelle juste que dans des pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, il n'y a pratiquement pas de taxes qui rapportent moins de 100 millions d'euros. Très rapidement, Jean-Frédéric Poisson, vice ou vertu finalement les niches fiscales? C'est les deux, mon capitaine. C'est le signe du fait que la pression fiscale est tellement forte en France qu'on est obligé de l'alléger par d'autres moyens pour faire que la vie des gens soit possible. D'un autre côté, la grande réforme fiscale qui avait été promise, souvenez-vous, par Jean-Marc Ayrault en 2013, autant que je me souvienne, n'a jamais vu le jour. Elle n'est sans doute pas pour demain. Il faudrait pour ça que l'État baisse son train de vie dans des proportions absolument considérables pour avoir un début de résultat sur le sujet. Mais voilà pour je pense qu'elles ont encore de beaux jours devant elles. Voilà le message pour le gouvernement. Julien Arnaud, on passe à votre bloc-notes politique avec cette question du jour. Ouais, Rachida Dati sera-t-elle candidate à la mairie de Paris? Question posée ce matin dans la matinale de LCI par Christophe Jacubizine à la principale intéressée, actuelle maire du 7e de la capitale. Le temps des candidatures n'est pas venu pour Rachida Dati, mais... Une candidature, ça se réfléchit, ça s'incarne, ça se travaille. On a déjà fait votre affiche, voyez. Oui, c'est pas mal, j'avoue. La Tour Eiffel derrière moi, c'est encore mieux. De toute façon, Paris, je n'abandonnerai pas les Parisiens, et encore moins les Parisiens du 7e arrondissement. Donc je suis engagée dans cette bataille, ça c'est sûr. Un élu parisien qui vous dit « je ne suis pas intéressé par le mandat de maire de Paris », vous mentira, vous ment. On attend sa réponse. On attend, parlez-nous rapidement de la rencontre secrète du jour. Ce n'est pas à l'agenda officiel du président de la République, mais tout à l'heure à 15h30 à l'Élysée, Emmanuel Macron recevra 5 présidents de métropole, dont Jean-Luc Moudenc pour Toulouse, Bordeaux, Alain Juppé, Nice, Christian Estrosi. Officiellement, ils veulent parler des métropoles. Bon, peut-être qu'il y a la fusion des métropoles et des départements sur la table. Un rendez-vous qui intervient alors qu'on a beaucoup d'élus qui sont en grogne et puis on est à 1 an et demi des municipales aussi. C'est ça. La culture avec Hélène Manarino qui se réjouit de la carte blanche du jour, n'est-ce pas? Mais oui, mais comme tous les jours, je suis très heureuse. Parfois plus que d'autres, vous allez vite comprendre. Mais n'importe quoi, pas du tout. On va parler de cinéma avec le nouveau film de Guillaume Sénez, Nos batailles. Et il y en a, vous allez le voir. Pour en parler, je reçois les 2 acteurs principaux du film, Romain Duris et Laetitia Doche. Pas du tout, mais je ne suis pas d'accord. Le casting haut de gamme, un film social, politique, intime. C'est le film à voir cette semaine, vraiment. Romain Duris interprète le rôle d'Olivier, marié, père de 2 enfants, Elliot et Rose. Il est employé dans une usine. Il défend corps et âme ses collègues. Il pointe du doigt les mauvaises conditions de travail. Et du jour au lendemain, sa femme quitte le domicile. Il va devoir gérer sa vie de famille, sa vie professionnelle. Et sa meilleure alliée sera sa sœur. Le rôle de Laetitia Doche, elle va apporter de l'espoir et de la vie aussi. On regarde un extrait de la bande-annonce. Ok, les enfants. Vous êtes habillés? T'as pas préparé les vêtements? On y va là. Oh, Elliot, tu peux m'aider? Pourquoi on met pas mon pull koala? Je vois pas les koalas là. C'est quoi? C'est ça? C'est pas moi! Ramène ta sœur là! Fais gaffe au pied, le pied. T'as des nouvelles? Non. Vous vous êtes engueulés? Non. Elle allait pas bien? Je sais pas, maman. Mais Olivier, elle s'est barrée en fait. Non. Enfin. Non, c'est. Bah, quand même. Ça va? Mais oui, et toi? Faut juste que je m'organise avec les enfants, quoi. Alors, bataille professionnelle, continuer à aider les autres, à défendre les salariés. Bataille personnelle, comment continuer une vie quand on se retrouve seul du jour au lendemain. Ce qui a intéressé les acteurs, notamment Romain Duris, c'est que le film s'intéresse surtout au monde de l'entreprise. Les conditions de travail, les licenciements abusifs, le rythme, les salaires. Romain Duris s'est d'ailleurs beaucoup documenté sur ce sujet et le film est plus que réussi, notamment grâce à son côté très réel. Il parle de sujets actuels, mais un scénario sans dialogue. C'est aux acteurs d'improviser
et ça marche très très bien. Ça donne de la spontanéité. Ils seront tous les deux, Romain Duris et Laetitia Doche, dans la carte blanche à 13h30. On y sera, nous aussi. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'avoir accepté l'invitation de LCI Midi. Dans un instant, la météo.